suis commissaire divisionnaire de police honoraire, c'est-à-dire en retraite depuis quelques années. Et j'ai eu une carrière, 35 années dans la police nationale française, de la police judiciaire à la formation, en passant par la sécurité des hautes personnalités, donc c'est l'objet de notre sujet. Et puis aussi j'ai travaillé dans les ambassades de France, au Japon, aux Pays-Bas, et j'ai terminé ma carrière, donc c'est très rapide, comme conseiller aux affaires étrangères des hauts fonctionnaires de défense en charge de la sécurité après le 11 septembre. De nos ambassades de France les plus sensibles avec les audits de sécurité en collaboration avec le RAID et le GIGN. Voilà. Oui, je suis resté 8 ans à peu près au service de ce qu'on appelait à l'époque le service des voyages officiels de la sécurité des hautes personnalités. Le service des voyages officiels n'étant pas un bout gratuit, c'était l'organisation des voyages du président de la République à l'étranger, donc tout ce qui s'appelle pas la sécurité rapprochée, immédiate, puisque quand le président part à l'étranger, c'est le pays d'accueil qui assure la sécurité rapprochée, et il y a le service bien connu qui s'appelle le GSPR, groupe de sécurité du président de la République, qui s'occupe de la sécurité rapprochée. Mais il y a tout le reste, la sécurité, c'est-à-dire toute la logistique sécuritaire, le réseau radio, les chambres d'hôtel, les badges, le service avec la presse, toute la sécurité présidentielle. Voilà. Donc quand on partait à l'étranger, donc c'était aussi ma mission, comme chef de mission, c'était organiser toute la sécurité générale du déplacement du président de la République, en parfaite collaboration, ça se passait très bien d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a pu dire, avec le GSPR. Voilà. Et en France, j'étais en charge, notamment, de la sécurité, alors là, rapprochée, et de la sécurité générale des chefs d'État étrangers, des chefs de gouvernement qui étaient en visite en France. Voilà. Donc ces deux missions qui sont un peu distinctes, on n'a pas tout à fait les mêmes rôles. Voilà. Et j'ajoute, excusez-moi de vous interrompre, que je suis le principal rédacteur de ce qu'on appelle le service de protection des hautes personnalités, des textes, puisque avant ça s'appelait le service des voyages officiels, et à la demande de notre nouveau directeur, on a créé un nouveau service, on a changé de nom en fait, qui s'appelle le service de protection des hautes personnalités. Et c'est à cette occasion-là que j'en ai profité pour introduire dans les textes, qui sont des arrêtés ministériels, la notion de ce que c'est qu'une protection rapprochée, c'est-à-dire 3 au minimum, puisque l'œil humain couvre 120 degrés et qu'on ne fait pas de sécurité rapprochée à moins de 3 dans les lieux publics. Pour une personnalité, vous comprenez tout de suite que 3 c'est 24 heures sur 24. Donc c'est pas que 3, ça peut être 7, 10, 15, voilà. En fonction de la menace d'une part et en fonction du rang protocolaire. Voilà. Et l'accompagnement de sécurité que tout le monde confond, qui est à 1 ou 2 fonctionnaires, c'est l'agent facilitateur qui accompagne un ministre, voilà, en général à 1 ou à 2. Voilà. Ces deux notions, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la sécurité au sens large d'une personnalité, mais il faut bien distinguer protection rapprochée et sécurité. Protection rapprochée et accompagnement de sécurité. Voilà. Le président de la République, c'est un truisme, c'est pas uniquement un individu, une personne, c'est pas uniquement actuellement Emmanuel Macron, c'est le président de la République, c'est une institution aussi. Donc on protège l'institution. Si vous le permettez, je vais revenir sur les fonctions de la protection justement d'un chef de l'État. Alors pour moi, parce que je l'ai écrit, parce qu'il y avait tellement de soi-disant spécialistes qui parlent dessus, la première protection, c'est contre une agression, que ce soit de l'agression verbale ou physique jusqu'à l'attentat et mettre en jeu la vie du président, mais comme d'une autre personnalité. C'est la protection contre l'agression. Et puis après, il y a des fonctions qui sont un peu moins connues. C'est la protection contre l'accident. L'accident, c'est rater une marche. Moi, par expérience, je faisais la sécurité du Premier ministre d'Israël en visite aux affaires étrangères françaises. Donc j'étais sur le tapis rouge au Quai d'Orsay. Et il a raté une marche. Je l'ai rattrapé avec mon collègue israélien. Mais si on n'est pas là, il n'y a pas trop de problèmes de sécurité pour un attentat au Quai d'Orsay. Mais il y a la possibilité de rater une marche. Où je raconte une anecdote aussi avec Boris Eltsine à l'hôtel de Crillon, qui lève son verre devant tout le monde dans le hall du Crillon, il y avait des centaines de personnes, à l'amitié franco-russe, et qui renverse son verre de champagne sur sa cravate. Donc je l'ai évacué tout de suite. Tout de suite. Personne n'en a parlé. La presse était là et personne n'a rien vu. Et on l'a évacué avec les collègues français et puis les collègues russes. Voilà. Parce que la troisième mission, c'est de protéger la personnalité, on protège son image. Voilà. Parce que ça fait désordre. Alors, évidemment, je fais allusion
par exemple, aux escapades en scooter, de quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Ça, c'est l'image du président. Et on peut en parler sur le président actuel aussi, qui se fait photographier aux Antilles. Ça, c'est l'image du président. Il n'y a pas de danger, mais on protège l'image du président. Et j'ajoute une quatrième mission, c'est la protection de la personnalité contre elle-même. C'est-à-dire, je fais évidemment allusion à l'affaire Bérégovoy, qui se suicide avec l'arme de service de son garde du corps. Je ne parle pas du professionnalisme très élevé de ce garde du corps, que chacun pourra juger, puisqu'il laisse son arme dans la boîte à gants. C'est-à-dire que la personnalité peut aller contre elle-même. Voilà. Elle peut se suicider, mais le rôle de la police, enfin de la protection, c'est de l'empêcher de se suicider. Après, on ne peut pas l'empêcher totalement, mais c'est quand même ce rôle-là, vous voyez. Voilà. Alors, il y a une cinquième fonction, c'était une interrogation qu'on a vue à l'époque. C'était qu'est-ce qu'on doit faire quand une personnalité va contre la loi? Et c'était le cas, je fais allusion à Jean-Marie Le Pen, qui était protégé par la police française à la demande de M. Joxe, ministre de l'Intérieur, après l'affaire de Carpentras, pour ceux qui s'en souviennent, et qui s'était heurté dans les Yvelines à une députée socialiste ou une personnalité socialiste. Il avait forcé un barrage de police. Donc la personnalité va se heurter à la police. Que doit faire le policier du service de protection avec ses collègues? On s'était réunis, les commissaires de police, on avait pris la décision qui vaut ce qu'elle vaut, en disant si la personnalité se met hors la loi, on arrête. Par exemple, une personnalité, je peux citer finalement, l'infante d'Espagne, roulait avec sa BMW à 180 km/h. Est-ce que la police doit la suivre à 180 km/h, c'est-à-dire violer le code de la route? Vous voyez, la difficulté, elle est là. C'est une personnalité qui brûle un feu tricolore, un feu rouge. Voilà, donc c'est pas facile, parce qu'on fait de la prévention uniquement. C'est le seul service de la police nationale, le service des voyages officiels de la sécurité haute personnalité, qui est devenu le service de la protection, qui fait que de la prévention en service actif, aucune répression. Dans 95%, 99% des cas, ça se passe bien, donc il ne se passe rien. Et donc, si on est trop rigide, on se fait mal voir de tout le monde. Et en plus, ce sont des personnalités, ce n'est pas le citoyen lambda. Donc, c'est trois inconvénients. Donc, c'est beaucoup de diplomatie aussi. Il faut rester à la fois diplomate, tout en étant ferme en matière de sécurité. Et savoir dire non à une personnalité, et quand tout le monde dit oui, difficile. Difficile. A fortiori quand c'est le président de la République, bien évidemment. En France, c'est compétence exclusive des services français, qu'ils soient policiers ou gendarmerie. Et vous avez plusieurs niveaux de sécurité. Vous avez la sécurité passive. Sécurité, enfin, pas passive, sécurité, le cercle éloigné, par exemple, à Paris, c'est la préfecture de police. C'est les policiers que vous voyez autour de l'Élysée, par exemple, la compagnie de garde, ce sont des policiers de la préfecture de police qui gardent la rue et qui empêchent les voitures de rentrer, qui contrôlent ça. C'est le premier cercle. Voilà. Et à l'intérieur de l'Élysée, vous avez la garde républicaine, donc un service de gendarmerie qui s'occupe de la sécurité à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, des fois, avant les attentats, il y avait des gendarmes qui étaient en grand uniforme, c'est plutôt protocolaire, c'est la garde républicaine. Mais c'est surtout la sécurité intérieure. Voilà. Et la sécurité du président de la République rapprochée, donc c'est la garde républicaine dans le palais de l'Élysée, qui est une zone militaire. Il ne faut jamais oublier que c'est une zone militaire, le palais de l'Élysée. Et quand le président sort de l'Élysée, c'est le GSPR. Le GSPR, c'est le groupe de sécurité du président de la République, qui a été créé par François Mitterrand, en 1981 ou 1982 d'ailleurs, je ne sais plus, composé de gendarmes à l'époque. Ils étaient 110, plus d'une centaine quand même. Mais c'est normal, moi je ne discute pas sur le chiffre parce qu'il y a le président et il y a sa famille aussi, au sens large, la famille, entre guillemets, mais qui peut être aussi un moyen de pression sur le président. Donc la sécurité, c'est aussi éviter que le président, à cause de sa vie privée, à cause de plein de choses, ait un moyen de pression. Non, c'est normal, et il y avait une dizaine de policiers qui étaient, on en reparlera tout à l'heure, ce qu'on appelle des privés du président. C'est le GSPR. Après ça a changé, après c'est devenu à la fois policier et gendarme. Après, sous Sarkozy, c'est devenu uniquement policier. Maintenant, c'est policier et gendarme. Donc, ça démontre en fait qu'en fonction du président, on évolue le périmètre. On passe de 40 à 50 à 100. Voilà, sous Giscard, je crois qu'ils étaient que 30. Ils se plaignaient, tout le monde s'en fichait. Donc, les gendarmes sont arrivés 110. Voilà.
Et pourtant, c'était aussi bien Giscard que Mitterrand, ces deux présidents de la République, avec des risques identiques. Mais ça interpelle quelque part pourquoi on travaille à 30 d'un côté et à 110 de l'autre. Moi, j'ai tendance à privilégier, tout en étant policier, de ce qu'ont fait le GSPR gendarme. Parce que là, ils ont pu travailler avec beaucoup de moyens, c'était bien. Voilà. Et puis, le GSPR, ça je sais, puisque c'est moi qui ai écrit les textes, donc je peux en parler quand même. Et en fait, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on pense, et où on le dit pas vraiment, c'est une sous-direction du service de la protection. Donc le service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités est devenu service de protection des hautes personnalités, le SPHP, et ensuite c'est devenu le SDLP, service de la protection, qui a rassemblé ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, le service central automobile, le service de sécurité du ministère de l'Intérieur, la 17e section, je crois, des renseignements généraux de la préfecture de police, et les anciens SPHP. Voilà, donc c'est un service de 700 personnes à peu près. Et à l'intérieur de ce service, il y a ceux qui s'occupent des personnalités étrangères, en plus du service de sécurité du ministère de l'Intérieur, du service central automobile, des personnalités françaises, donc à peu près ça, ça a d'autres noms, mais peu importe. Et puis, dans les personnalités françaises, vous avez le GSPM, groupe de sécurité du Premier ministre, mais c'est qu'un sous-service d'une sous-direction du service de la protection, et le GSPR. Le GSPR, donc, qui protège le président de la République, composé de policiers et de gendarmes, en droit, dépend du service de la protection, lequel dépend du directeur général de la police nationale, lequel dépend du ministre de l'Intérieur. Alors, je traduis, le président de la République, en droit, n'est pas le patron du GSPR. En pratique, il l'est. C'est la distinction entre pratique et droit. Mais en droit, le GSPR doit rendre compte au service de la protection. Ce qu'il ne fait pas toujours, disons, puisque quand il y a eu l'épisode du scooter de Hollande, le directeur du service de la protection n'était pas au courant, le directeur général de la police nationale non plus, et le ministre de l'Intérieur, M. Valls, non plus. Le lendemain, il est au courant, mais quand ça s'est produit, il n'était pas au courant. Voilà. Donc la question qui se pose, est-ce que les membres du GSPR doivent rendre compte à leur hiérarchie, en fait, de la vie privée du président? Vous comprenez ce que ça veut dire aussi. Donc on peut se méfier aussi, savoir, alors, a fortiori en période de cohabitation, ce n'est pas le cas, a fortiori en période de cohabitation. Mais quand même, la déontologie de la police et de la gendarmerie, et donc de l'armée aussi, c'est on est au service de l'État. On n'est pas au service d'un parti politique, on n'est pas au service d'une personnalité. Alors certains l'oublient des fois, il y a la confusion, voilà, mais on est au service de l'État. Et les hommes politiques, je suis obligé de le dire, de gauche et de droite, font des fois plus confiance à ceux qu'ils connaissent dans leur parti politique plutôt qu'au service de l'État. Ce qui est d'ailleurs paradoxal. Voilà. Ce qui ne se passe pas comme ça dans certains pays. Aux États-Unis, il y a le secret de service. Le président obéit au secret de service. Parce que le Congrès, aux États-Unis, a passé une loi. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les présidents faire des footings. Pourquoi? Parce qu'ils doivent mettre tant de minutes pour courir pour pouvoir se mettre à l'abri en cas d'attentat ou d'accident. Voilà. Et en France, malheureusement, je dis malheureusement pour le regretter, c'est qu'on n'a pas de loi qui dit au président vous devez obéir à la sécurité. Quand vous prenez l'avion, je fais un parallèle, c'est pas le passager, fut-il président de la République, qui va dire au pilote on décolle comme ça, on atterrit comme ça. C'est le pilote qui chemin. Quand ça s'est produit, on a eu une catastrophe. C'est le président de Pologne. Vous vous rappelez? Dans le brouillard, en fait, on atterrit quand même, le pilote dit non, ben oui, on se crache. Voilà. On a un accident. C'est pareil quand vous avez une opération médicale, une chirurgie. C'est le chirurgien qui décide, que vous soyez président de la République ou simple citoyen. Vous n'allez pas dire on fait comme ça. Eh bien, je suis désolé, en sécurité, ça doit être pareil. On prend en compte les besoins du président, il peut aller où il veut et comme il veut, ça c'est pas le souci. Mais c'est pas à lui de dire je veux 2 policiers ou 3 ou 4. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de présidents ont eu tendance, pas tous, ont eu tendance à intervenir directement dans le dispositif de sécurité. Voilà. Et alors, on a aussi un dispositif qu'il faut connaître quand on a une visite d'État étrangère. Je dis visite d'État, pas visite officielle, ni visite non officielle, ni visite privée. Visite d'État, donc avec le grand décorum, arrivé aux Invalides, avec les hélicoptères, la garde républicaine à cheval, les motos, etc.
Là, vous avez beaucoup de services. Alors, je ne parle même pas de la sécurité éloignée, hein, de la préfecture de police, etc. En sécurité rapprochée, vous avez le GSPR pour le président de la République. Vous avez le service de protection de votre personnalité devenu service de la protection pour le chef d'État étranger, donc des Français. Donc deux services différents, complètement différents, puisque par principe, on ne s'occupe que d'une personnalité. Hein. Par exemple, quand il y a le chef de l'État et son épouse, il y a deux services de sécurité. On ne fait pas deux personnes en même temps. Vous avez la garde républicaine, hein, qui soit à cheval, mais aussi à moto. Hein. Et donc, vous avez au moins... Et le service étranger. Alors qui peut être très pénible comme le Secret Service américain ou israélien, donc avec beaucoup de monde, ou un autre pays où il n'y aura personne, ou presque personne. Voilà. Donc vous avez au moins 5 services qui s'occupent comme ça de protection rapprochée. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui se passe en cas d'attentat ou en cas d'incident? En d'autres termes, quand on doit évacuer, qu'est-ce qu'on fait? Avec les motos, les chevaux, etc. Voilà. De préférence, il faudrait faire des entraînements communs. Question que je pose, et puis je la pose officiellement, est-ce que par pitié, il y a eu au moins une action de formation entre le service de la protection et la garde républicaine? Avec le GSPR, la réponse est oui, et je crains malheureusement que la réponse soit non, entre la garde républicaine et j'y viens avec le service de la protection, pas le GSPR. Donc on renverse les motos. Ben oui, c'est ça, s'il faut partir, ben, si on n'a pas un réseau radio unique, tout de suite, mais c'est tout de suite, c'est dans la seconde, et un entraînement pour savoir que s'il y a un problème, la moto elle part ici, la voiture par là, etc., ça c'est à froid. Voilà. Et je crains malheureusement que ce type de formation, il va falloir encore le faire. Quant à la formation avec les services étrangers, ben, par définition, c'est non. Il n'y en a pas. Ça pose problème des armes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens armés avec des armes différentes, donc s'il y a un incident, qui va tirer et comment on va tirer? Mais je vous rassure tout de suite. Et là aussi, je vais tuer un mythe, le mythe de l'arme. En protection rapprochée, à de extrêmement rares exceptions, et ceci dans le monde entier, on ne tire jamais. La seule façon où on a tiré, ça a été à l'étranger, l'attentat sur Sadat en 1981, mais ça c'était un attentat. Et on a aussi le policier qui protégeait Ernu. Le ministre de la Défense a aussi tiré quand il y a eu une voiture qui s'est jetée sur le cercueil de militaires qui revenaient du Tchad, je crois, c'était il y a 30 ans. Voilà. Et encore, il a blessé, par chance, le conducteur. Mais en général, quand vous avez eu l'attentat sur Ronald Reagan, par Hinckley, le Secret Service, ils étaient beaucoup, hein, des centaines. Il n'y en a pas un qui a tiré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps et que l'objectif de la protection, c'est l'évacuation. Ce n'est pas la riposte, c'est l'évacuation. Donc on protège la personnalité et on s'en va. Alors je le dis vulgairement, la meilleure défense, c'est la fuite. C'est pas honorable, mais c'est la réalité. Et en plus, il faut qu'on protège la vie de l'agresseur pour qu'il puisse parler. C'est pas le tout de le tuer. Mais en fait, on n'a pas le temps de tuer quelqu'un ou de tirer. En fait, c'est un fantasme, ça. Dans le monde entier, il y a eu 2 caractéristiques essentielles des agressions violentes sur des chefs d'État. C'est premièrement, c'est donc l'immense majorité des cas un individu isolé. Et deuxièmement, le service de sécurité ne tire pas. Alors que dans la majorité des gens, on va vous dire c'est important d'être armé, Benalla, oui c'est pour être armé, bon, on va en parler. Mais en fait, on n'a pas le temps, et c'est pour ça qu'il faut avoir les 2 mains libres, pour pouvoir évacuer sa personnalité. Et moi je suis atterré de voir des officiers de sécurité, vulgairement appelés officiers de sécurité, qui portent les dossiers des personnalités, qui portent le parapluie, etc. Voilà. Donc ils n'ont pas les mains libres. Quand ils sont en proximité, parce que des fois ils sont loin aussi. Il faut être à 1 mètre de la personnalité. Donc effectivement, pour l'image à la télévision, bon, ben, c'est politique là, l'image. Hein, c'est pas... Mais en parlant uniquement en sécurité, il faut être à 3 autour du président et il faut avoir les mains libres. Voilà. Et vous avez cet incident auquel je fais allusion, quand Sarkozy se fait accrocher par la cravate, alors que la plupart des gens avaient été filtrés quand même, et puis quand on voit des images, on voit bien qu'il y a des policiers qui sont derrière et qui sont déjà plus ou moins au courant de ce qu'ils doivent faire, sauf qu'il se fait accrocher, et le service de sécurité réagit pas mal, mais avec une demi-seconde de retard. Et pourquoi cette demi-seconde de retard? C'est qu'à côté du président, il y a un élu local avec son écharpe tricolore, qu'on est obligé de bousculer pour pouvoir... voilà. Donc on a ce problème de tous ceux qui veulent être
à côté du président pour des images, élu local, ministre, etc., mais qui en fait gênent la sécurité rapprochée. Voilà. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Hein. Personne n'est à côté du président, c'est le président. Enfin, c'est tout le monde. Voilà, c'est plus facile, mais c'est des fois très frustrant de ne pas pouvoir travailler en professionnel à cause de beaucoup de personnes qui viennent interférer. Il y a les gens qui sont au protocole, il y a les gens qui sont chargés de l'image du président à l'Élysée, qui ne veulent pas voir la police. Moi, j'ai entendu souvent « écartez-vous pour les photos », alors, en pleine rue, alors que c'est là où il y a du danger. Dans une pièce sécurisée, il n'y a aucun problème, on n'a même pas besoin d'être là. Voilà. Donc c'est un peu à la fois le sentiment de satisfaction et de frustration mélangés. Que le président ait comme homme de confiance, comme conseiller, un privé, aucun problème, c'est pas un problème. Voilà. Que cette même personne privée intervienne, non pas dans l'organisation des voyages, mais dans la sécurité personnelle du président, ça pose un gros problème. Donc votre question, c'est est-ce que c'est anormal? La réponse est oui, c'est anormal et c'est, j'ajoute, inédit, c'est la première fois. C'est la première fois. À l'exception de l'époque de De Gaulle, pendant la guerre d'Algérie, donc ça nous remonte quand même loin en arrière, où des membres du service de sécurité gaulliste étaient à proximité du président, les gardes du corps de Gaulle, voilà, qui ensuite ont été intégrés, ça me fait rigoler, les Djouder, les Sazia, les Comiti, tout ça, et ont été intégrés dans la police nationale, voilà, avec des grades de commissaire pour certains, voilà. Voilà, donc ça me rappelle furieusement l'affaire Benalla. Si Benalla n'avait pas été à la contre-escarpe, peut-être qu'un jour, il aurait été sous-préfet, avec le bruit qui a couru, et vite démenti d'ailleurs, de toute façon, même il ne sera jamais sous-préfet, mais ça aurait pu être le cas. C'est-à-dire que le président peut très bien nommer, puisque c'est un sixième des postes sous-préfet et puis un tiers des postes préfet, directement n'importe qui, préfet ou sous-préfet. Voilà. Alors moi j'avais à l'époque, malheureusement c'est fini, pensé à ça. Et dans les textes, il était marqué que le chef du GSPR ne pouvait être que quelqu'un issu du corps des commissaires de police ou des officiers de la gendarmerie. Voilà. En d'autres termes, je traduis pas un préfet ou un sous-préfet. Mais Sarkozy, Nicolas, de son prénom, a nommé un de mes adjoints, que je connais bien en plus, qui est bien, comme sous-préfet, chef du GSPR. Ça, c'était déjà anormal, puisque c'était contraire à un arrêté. Après, l'arrêté a été changé pour mettre en conformité la volonté du président avec l'arrêté, donc rien à dire. Puis après, son prénom c'est Michel Bénard d'ailleurs, c'est pas secret d'ailleurs, il a été nommé chef du GSPR, donc chef d'un groupe, comme préfet. Il était toujours sous les ordres du directeur du SDLP, du SVO-SHP, disons, du service des hautes personnalités et de son adjoint sous-directeur. En d'autres termes, c'est le cas unique en France où un préfet était sous les ordres de deux commissaires de police. En général, c'est le contraire. Chaque fois que je voyais un préfet, je disais, vous ne paraît pas curieux la hiérarchie quand même. Voilà. Mais comme quoi, ceci traduit quoi? C'est que le président peut faire beaucoup de choses, y compris quand ça devient un peu surréaliste. Hein. C'est pas illégal, mais c'est pas normal, voilà, quelque part. C'est pas normal. On ne peut pas inverser comme ça la hiérarchie administrative classique, voilà. Un commissaire de police, il est commissaire de police, un préfet est préfet, voilà. Maintenant, tout est possible. Ou alors, il fallait nommer tout le monde préfet. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est d'accord. Ceci n'empêche pas, je ne fais en aucune façon la critique du niveau de professionnalisme, hein, que ça soit bien d'accord. Hein. Je parle sur les choix qui ont été faits politiques. Hein. Pas du tout sur le niveau de compétences professionnelles. Hein. Je n'ai rien à dire là-dessus. Hein. Déjà, les violences sur la contre-escarpe, objectivement, elles sont assez mineures. Alors c'est peut-être politiquement incorrect ce que je dis, mais bon, c'est quand même pas un assassinat, c'est quand même assez mineur. La seule chose qui me gêne, c'est qu'il porte un brassard police. Mais on apprend dans les auditions que finalement tous les observateurs aussi avaient des brassards police. Donc c'est un peu fâcheux. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les policiers, les vrais policiers qui sont là et qui voient quelqu'un en civil intervenir, ils sont un peu gênés. Ils ne savent pas trop, parce que ce n'est pas très professionnel l'intervention de Benalla. Mais les policiers qui sont là ne savent même pas que M. Benalla n'est pas un policier. Ils pensent que c'est un collègue en civil. Ça, c'est tellement évident que ce n'est pas la peine d'en parler. Ce qui est une grave erreur, surtout que nous sommes en 2018, il y a beaucoup de caméras qui tournent, de vidéos, d'Internet, et ça serait passé comme une lettre à la poste il y a quelques années. Là, non.
Voilà. Et donc, M. Benalla, il est pris. En plus, ça fait des ordres, c'est quelqu'un de l'Élysée. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est anormal. Quelqu'un qui travaille pour le président de la République à l'Élysée ne vient pas faire le coup de poing dans la rue. C'est du jamais vu, ça aussi. Et toute la hiérarchie policière sur place, qu'il le sait ou qu'il ne le sait pas, sachant que c'est quelqu'un qui est de l'Élysée, laisse faire. Hein, le pauvre brigadier chef, la chargé de l'accompagner, il ne dit rien parce que c'est pas de sa faute. Enfin, je veux dire, c'est un peu difficile à dire, mais il sait très bien qu'il est de l'Élysée, lui. Et il ne va pas l'empêcher de faire des contrôles d'identité. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se prendre pour un policier quand on n'est pas policier, parce que ça vous revient en pleine figure. Hein, voilà. Enfin, objectivement, ce n'est pas des violences très graves. Hein. La condamnation sera plus sur le port illégal de brassard de police, en faisant croire qu'on est policier, que sur la réalité des blessures infligées aux gens qui ont été mis à terre. Voilà. On en a vu beaucoup hein, dans l'actualité, des violences comme ça, mais ce n'est pas ça qui est important. L'affaire de la contre-estape, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire la sanction sans sanction. Je ne peux pas imaginer, alors je m'avance parce que je ne suis pas au courant de l'affaire dans le détail, je ne peux pas imaginer que le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, ne soit pas intervenu sur la nature de la sanction. Ça me paraît. C'est pas le chef de cabinet ou le directeur de cabinet, alors officiellement c'est eux, hein. Mais il est évident que quelqu'un qui touche le président, a fortiori dans sa vie privée comme garde du corps, même s'il dit qu'il n'est pas garde du corps, je suis désolé, moi je dis qu'il est garde du corps du président de la République, et puis aussi facilitateur, et puis tout le reste, voilà, pour le sanctionner, si tant est qu'il y ait eu une vraie sanction, parce que là aussi il y a eu beaucoup de choses, je ne peux pas imaginer qu'on n'ait pas demandé au moins l'avis du président, lui-même, qui soit intervenu pour dire oui, ça ira comme ça ou ça ira pas comme ça. L'erreur faite à l'Élysée, c'est une erreur d'amateur. On a pensé que personne n'en parlerait, que c'était fini. Voilà. Donc, tout le monde a fait le silence et puis après ça a explosé. Voilà. Voilà. Alors, que le domicile de M. Benalla soit fait par la police judiciaire, c'est normal. C'est une perquisition, on est dans une affaire judiciaire. D'après ce que j'ai compris, je n'étais pas sur place, mais d'après ce que j'ai compris, M. Benalla n'a pas les clés de son domicile pour rentrer, ou de sa résidence. Et, la police en prend acte, ne requiert pas un serrurier pour ouvrir la porte de force, peut-être que dans ce cas-là, il aurait retrouvé sa clé d'ailleurs, mais et revient le lendemain. Et le lendemain, avec le serrurier, on ouvre la porte, où ils ont trouvé la clé, et il n'y a plus rien dans le coffre, où le coffre a disparu. Donc ça fait sourire. Voilà, quand on fait une enquête de police judiciaire, on n'attend pas le lendemain. Et dans le... Bon, c'est pas un crime non plus, hein, c'est pas une affaire criminelle importante. Mais comme c'est une affaire sensible, on sait très bien qu'il y a M. Benalla dans toute la police nationale, dans le public, hein, le simple mesure de précaution élémentaire aurait consisté à mettre un policier de nuit, de garde, devant la porte pour éviter que des pièces compromettantes, comme on dit, entre guillemets, disparaissent, ou n'existent pas, ou n'ont jamais existé. Voilà. Maintenant, on est à Paris, ou ici les Moulineaux, peu importe, on est en région parisienne. La police connaît quand même les adresses de quelques serruriers qui travaillent, hein, il me semble, y compris à n'importe quelle heure. Voilà. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est au minimum une faute d'amateur. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était volontaire. Mais enfin, tout arrive dans ces affaires-là, tout arrive, mais il ne faut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles trop longtemps, voilà. Y compris les enquêteurs qui ne sont quand même pas tombés de la dernière pluie. Voilà. C'est comme les perquisitions à l'Élysée, hein. Elles sont annoncées quand même. Bon, c'est déjà bien qu'il y ait des perquisitions à l'Élysée. Il fut un temps où il n'y avait pas de perquisition à l'Élysée. Voilà. Parce qu'après, on vous oppose... on ne peut plus vous opposer l'irresponsabilité pénale du chef de l'État, puisque c'est l'irresponsabilité de la personne, mais c'est quand même une zone militaire couverte par le secret défense, donc c'est pareil que de perquisitionner dans l'armée.
Ou est-ce que vous allez perquisitionner, par exemple, à Taverny, dans une centrale nucléaire, dans une base militaire nucléaire, voilà, ça pose des problèmes, voilà. Et donc la perquisition a eu lieu, voilà. L'abus de pouvoir, c'est pour l'affaire de la contrescarpe, et puis peut-être des affaires connexes, c'est-à-dire les contrôles d'identité qui tournent mal, l'intervention auprès des forces de police. C'est pas une affaire d'État, ça. C'est pas une affaire d'État. En aucune façon. C'est une affaire de droit commun, tout simplement. Parce que je suppose que c'est pas l'Élysée qui a demandé à M. Benalla de faire sa mission, non pas d'observateur, mais d'intervenant pour renforcer les forces de sécurité qui, comme chacun sait, sont très faibles sur Paris et qu'ils ne sont pas capables d'interpeller les gens. Voilà. Donc c'est plutôt une initiative de M. Benalla, bien appuyée par les directeurs de la préfecture de police qui ont été auditionnés, là, M. Gibelin, directeur de l'ordre public, son adjoint Simonin, qui ont été auditionnés. Qui évidemment ont donné leur accord à la venue de M. Benalla. C'est là où ça commence à devenir une affaire qui n'est pas vraie, ce qu'on appelle une affaire d'État, mais une affaire sensible, disons. C'est-à-dire quelqu'un de l'Élysée, dont on ne sait pas trop, on en parlera peut-être après, s'il faisait la sécurité du président, ou l'organisation des voyages du président, ou le facilitateur des cortèges, ou ce qu'on veut d'ailleurs. Enfin, quelqu'un de l'Élysée en tout cas. Qui a l'oreille du président, et puis plus que l'oreille d'ailleurs, qui est l'homme de confiance du président là-dedans. Donc quelqu'un qui est pratiquement intouchable par personne. Est-ce qu'on va lui dire non? Bien évidemment, on va lui dire oui. Donc par contre, il faut l'encadrer. Et est-ce qu'il a été bien encadré? C'est pas sûr non plus. Je pense que pour quelqu'un comme ça, il fallait mettre un commissaire de police ou un officier, au moins, de police, avec des instructions très fermes. C'est-à-dire, il fait ça, il fait pas ça. Sauf que tout le monde a dit, faites pour le mieux. Hein. C'est-à-dire, je m'en occupe pas pour que ça se passe bien, ça s'est mal passé. Hein. Voilà. Est-ce que c'est une affaire d'État? Non. Ou ça devient une affaire d'État? C'est quand la presse et les commissions d'enquête, d'abord il y a deux commissions d'enquête parlementaires. Une qui s'est terminée de façon pitoyable et une autre qui est beaucoup plus sérieuse au Sénat. Là, ça commence quand on fait une commission d'enquête parlementaire, c'est qu'on est presque sur l'affaire d'État. Pourquoi on est sur l'affaire d'État? Parce que tout le monde se rend compte qu'on monte très très vite chez les décideurs. Le patron de M. Benalla, c'est le chef de cabinet, officiellement. Le directeur de cabinet aussi, hein, puisque c'est lui qui prend la sanction, enfin, soi-disant. Enfin, le vrai patron, c'est M. Macron, qui d'ailleurs a dit « Je suis le seul responsable et venez me chercher ». Il faut quand même se méfier en période de gilets jaunes, venez me chercher, peut-être c'est un peu imprudent. Hein. Mais c'est une petite digression. On peut rigoler quand même. Hein. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le GSPR aussi, là-dedans, la sécurité du président de la République. Alors on n'en a pas parlé, mais il faudra qu'on en parle quand même, c'est le GSPR, alors on ne sait pas qui au GSPR, enfin j'ai une petite idée qui, hein, fait une petite note pour appuyer la demande de port d'armes de M. Benalla auprès du préfet de police, après des refus faits par le ministère de l'Intérieur, hein, puisque c'est le ministère de l'Intérieur, alors, parce que c'est important la notion de port d'armes aussi, là-dessus. En d'autres termes, cette affaire devient très médiatique très vite, monte au plus haut niveau, et comme l'a dit, je crois que c'est le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, M. Colère, je crois qu'il a dit ça, sourire dans les commissions, on se serait bien tous passés de cette affaire-là. Oui, bien sûr, parce que tout le monde sait que ça embête tout le monde. Voilà. Et qu'il y a quelques personnes qui réagissent assez brutalement. C'est M. Collomb, ministre de l'Intérieur, et M. Delpech, le préfet de police. Mais j'ai tendance à croire que c'est les deux personnes les plus innocentes qui réagissent le plus, parce qu'ils sont mis sur le grill en disant « vous êtes responsable hein, ». Voilà, j'ai un peu tendance à dire. Et quand le ministre de l'Intérieur dit « j'étais pas au courant », j'ai tendance à le croire. Bien que je sais que la majorité des gens ne le croient pas. Mais connaissant un peu comment ça fonctionne, j'ai tendance à le croire. Et le directeur général de la gendarmerie, quand il dépose, dit mais je ne veux pas me mêler de cette affaire, je résume, hein, ce n'est pas les termes exacts, ce n'est pas mon problème. Si, c'est son problème, parce que le colonel, chef du GSPR, devenu général depuis, il est quand même militaire de la gendarmerie.
donc aussi sous les ordres, un, du service de la protection, qui n'est au courant de rien, ou de si peu, et du directeur général de la gendarmerie, qui sont quand même leurs supérieurs hiérarchiques. Le problème de toute cette affaire, c'est, mais il faut vraiment en parler, c'est quel est le pouvoir du président de la République dans l'organisation des services de l'Élysée. C'est-à-dire, est-ce que les militaires de l'Élysée, qui sont, je ne parle pas des militaires et de camp, etc., quoi qu'on peut dire la même chose, les policiers et gendarmes, la garde républicaine, le GSPR qui sont à l'Élysée, est-ce qu'ils dépendent de leur hiérarchie ou pas? Leur hiérarchie, ce n'est pas le président de la République, en droit. Si ça doit l'être, il faut tout changer, et il faut le mettre. Il faut créer une garde présidentielle, comme on fait dans certains pays, et on dit le président de la République est le chef de service, ou le directeur de cabinet, ou le chef de cabinet, de tous ceux qui travaillent la sécurité à l'Élysée. Mais dans les textes, je suis juriste, hein, comme tout le monde ici, dans les textes, c'est pas ça. Ce qui est intéressant là, c'est le texte et l'application du texte. Voilà. Et donc, policiers et gendarmes, dans la culture, on est là pour obéir. Mais à qui? À son supérieur ou au président de la République? Voilà la vraie question. En fait, et M. Benalla, au milieu de tout ça, il n'est même pas policier ou gendarme, c'est encore plus facile. Lui, il dépend du chef de cabinet en droit, mais c'est une plaisanterie. En pratique, il dépend uniquement du président de la République. Et quand il dit qu'il ne fait pas de sécurité rapprochée, c'est un mensonge éhonté, et je le dis comme je le pense. Pourquoi? Ou alors c'est une faute de service, ce qui est pareil. Quand il est à la Mongie, ou je ne sais plus où, dans les Pyrénées, photographié avec monsieur et madame Macron, et lui, il y a une faute de service du GSPR, là. Parce qu'il doit, ça doit être un policier ou un gendarme du GSPR qui est avec le président, ne serait-ce que s'il y a un accident, un attentat, a fortiori sur un téléphérique dans un lieu public. Or, il y a monsieur Benalla. Alors, soit il fait de la sécurité, soit il n'en fait pas. S'il ne fait pas de sécurité, il n'a rien à faire là. Surtout parce qu'il n'y a pas de place. C'est pas comme dans un autobus où il y a 50 places. Ça, c'est très clair là-dessus. Pour moi, c'est là la faute. Soit c'est une faute de service du GSPR qui ne devait pas laisser monter M. Benalla sur le télésiège. Mais dans ce cas-là, le chef du GSPR, il attendra ses étoiles de général. Hein. Voilà, manifestement. Enfin, peut-être pas, mais enfin, on ne sait jamais. Soit M. Benalla est parfaitement intégré à la sécurité rapprochée du président de la République, parce qu'on est en voyage privé. Il y a bien évidemment, il n'est pas seul, hein, il y a aussi le GSPR officiel qui est là, mais celui qui est le plus près du président, je suis désolé, c'est M. Benalla, à moins qu'on dise qu'on a truqué la photo, mais enfin, a priori c'est ça. Et là, il y a faute de service. Soit du GSPR, soit M. Benalla ne dit pas la vérité. Il ne peut pas dire j'étais juste là pour faire la facilité, les descentes à ski peut-être. Voilà, non. C'est là où il y a contradiction. Voilà, enfin, le regard que je peux porter là-dessus, hein, bien évidemment. Mais enfin, bon, les spécialistes du service où j'étais ont compris, hein, ça fait rigoler cette affaire-là. Hein. On a très vite compris tout de suite que c'était ce que l'on appelle, on n'en a pas trop parlé, le privé du président. C'est un langage qu'on avait dans notre service. Le privé du président, c'est ce que j'appelais, mais ça a toujours été un policier ou un gendarme, donc un professionnel, mais qui s'occupait des déplacements privés du président. Savoir, oui, je vais dans tel restaurant à titre privé, je mange avec un tel, donc effectivement, il y a le service officiel, mais pour des raisons de confidentialité, on ne tient pas non plus à ce que beaucoup de gens soient au courant. Vous voyez, c'est aussi ça. Donc c'est normal. Mais, par contre, le président ne peut pas être seul. Ça, c'est comme ça. Voilà. Quel que soit le motif, le président dans un lieu public, je ne parle pas dans les lieux privés, hein, il ne peut pas être seul. Il faut toujours qu'il soit accompagné, et accompagné par quelqu'un qui a un réseau radio, et qui est donc en liaison avec la sécurité présidentielle, c'est-à-dire le GSPR. S'il a un malaise, s'il y a une évacuation, il faut appeler le médecin tout de suite, il faut appeler une voiture, etc. Et quand le président se déplace, normalement, il y a toujours, mais comme président, mais pas que le président, je veux dire, toute personnalité, y compris les personnalités étrangères, il y a toujours une voiture qui doit suivre pour pouvoir l'évacuer, ce qu'on appelle une voiture de réserve. Et donc, même s'il se balade en scooter. Et donc pour vous, Alexandre Benalla était, bien qu'il ne soit ni policier ni gendarme, le privé du président de la République. Oui. Ce qui était une nouveauté. C'était une nouveauté, c'est une décision personnelle du président de la République, parce que ce n'est pas M. Benalla lui-même qui dit. C'est une décision personnelle de M. Macron. C'était évident. C'est son choix à M. Macron. Hein. Je veux dire, je ne mets pas ça en cause. Hein.
Que ça soit bien clair. Le président a le droit de dire à quelqu'un, mais il faut le dire. Il ne faut pas dire le contraire en disant il ne fait pas de sécurité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le dire. Parce que dans les textes, c'est le GSPR qui fait la sécurité du président de la République. C'est personne d'autre. Voilà. Là, on a une interférence. Alors après, on dit c'est pour organiser les déplacements, enfin remplacer le protocole, parce que c'est le protocole qui fait des déplacements officiels. C'est aussi le service de la protection qui met en place les cortèges, parce qu'il a dit après j'ai fait des cortèges, etc. Voilà. Et puis après il n'était pas armé, puis après il était armé, voilà. Et puis après on a ce problème de la détention d'armes aussi qui est intéressante à étudier. Voilà. D'ailleurs, où sont les armes de M. Benalla? Il les a achetées dans le privé. C'est pas des armes officielles de l'État français par hasard, non? Combien d'armes d'ailleurs? 1, 2, 3 Où elles sont? Il y a des numéros sur les armes. Quand on fait une autorisation de port d'armes, une détention d'armes, il y a des numéros aussi. Voilà. Et puis quand on dit dans les textes de loi, c'est l'article du Code de sécurité intérieure, je crois que c'est 325, je ne sais plus combien, il y a marqué mission de police. Qu'est-ce que ça veut dire, mission de police? C'est pas mission de cortège, mission de police. Police, c'est la prévention et c'est la répression. Voilà. Mission de police. Et puis après, alors je reviens sur l'acquisition ou la détention d'armes. Les textes ne parlent pas de port d'armes, c'est encore autre chose. Ça, c'est acquisition et détention d'armes. Mais c'est pour les fonctionnaires ou les autres agents. Donc M. Benalla, il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas titulaire, il est agent. Mais agent, il faut qu'il y ait un accord conjoint du ministère de l'Intérieur et du ministère concerné. Donc ça veut dire quoi? C'est pour des services officiels ministère, en public. Oui, mais l'Élysée n'est pas un ministère, c'est l'Élysée. Donc ça, c'est pas prévu aussi. Le ministère de l'Intérieur, voilà. Donc, mais enfin, on sait très bien ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu refus, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, de l'autorisation de détention d'armes de M. Benalla, qui d'ailleurs était manifestement armé avant cette autorisation de port d'armes, d'après ce qu'on peut lire dans la presse et les photos qui sont prises. Et puis, après, le préfet de police, il a reçu un coup de fil de son collègue de l'Élysée, qui est aussi préfet. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, il faut accorder le port d'armes. Il y en a un qui ne veut pas, l'autre va dire oui. Voilà. C'est une technique bien connue, ça, mais est-ce qu'on va refuser Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que M. Benalla, malgré ses sanctions, entre guillemets les sanctions, parce que sanctionner comme ça sur des jours de congé, c'est pas mal non plus, malgré ses sanctions, obtient des passeports diplomatiques. Pourquoi des passeports diplomatiques? En France, on n'a pas besoin d'avoir un passeport diplomatique pour les déplacements privés des présidents. C'est-à-dire qu'on fait des déplacements privés des présidents à l'étranger aussi. Et que si on a une bavure, on a le droit de passeport diplomatique pour nous protéger. Voilà, donc ça pose un problème. Et puis en plus, après les événements de la Contrescarpe, il obtient l'agrément pour être directeur d'une société privée de protection rapprochée de personnes. Après, ça veut dire qu'il y avait bon, c'est trop tard, puisque l'affaire est publique, il y avait quand même ce concept, malgré les dénégations officielles, d'avoir des privés, une équipe privée choisie par M. Benalla et M. Casse, son adjoint, autour du président de la République pour les déplacements privés, travaillant en connexion avec le GSPR. Voilà. C'est pour ça qu'il devient directeur. Pourquoi il a besoin, en étant à l'Élysée, c'est important d'être à l'Élysée, bien payé d'ailleurs, mais normal, non pas comme conseiller, mais enfin juste en dessous, on a besoin de créer dans un service de l'État et d'être directeur aussi d'une société privée de surveillance, même pas de surveillance, de protection des personnes en fait. C'est ça où ça pose problème. Donc on a beau juste dire maintenant, il ne sera jamais sous-préfet, il n'y a jamais été question, il n'y aura jamais des privés, il n'y aura pas de ministre privatisé. Oui, bon, oui, mais s'il n'y avait pas eu la Contrescarpe, on en serait où? La question qui se pose, c'est la première question que vous avez posée, enfin la deuxième question, c'est est-ce que l'organisation de la sécurité présidentielle devait être changée en fait? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on se satisfait de la situation actuelle? Parce que ce qu'a dit Benalla n'est pas faux, hein, avec les différents services qui coexistent, ce que je rappelle, la préfecture de police, le GSPR, la garde républicaine, le SDLP, ça fait 4-5 services comme ça qui à peine se hiérarchie. Donc le vrai débat, c'est ce qu'il faut créer une direction de la sécurité présidentielle. Je ne suis pas contre, hein, sur le principe, hein, je ne suis pas contre, après il faut voir comment, à qui ça doit être confié. Autre problème, est-ce qu'on peut avoir des personnes privées contractuelles qui interviennent avec compétence, on espère en tout cas,
dans la sécurité présidentielle. Ça pose un gros problème. C'est savoir est-ce que des personnes privées peuvent être à la sécurité du président de la République, tout simplement. Voilà. Ça, c'est des types de problèmes qui se posent. Et puis, est-ce que le président de la République lui-même a bien saisi tous les éléments, la complexité de ce que ça a entraîné? Voilà. Parce qu'il faut quand même, je ne veux pas trop dire, mais enfin quand même, les policiers de base ou les gendarmes de base du GSPR ou du SDLP, ils ne sont peut-être pas pour rien dans la diffusion de l'information de ce qui est arrivé. Voilà. Mais peut-être qu'ils sont pour rien. Voilà. Le doute profite à l'accusé, comme on dit en justice. Alors, on a le type de commissions d'enquête qui ont passionné l'opinion, filmées par la télévision, sur des chaînes publiques en fait, et c'est assez rare, ça il faut le dire. Et on a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale ridicule. C'est indigne, je veux dire, de ne pas répondre aux questions, et puis de dire que c'est fini, on a fini. Bon. Avec un conflit manifestement politique entre la droite et la gauche, enfin la gauche en fait, entre la République en marche, qui est la majorité, et même les questions posées par les députés de la République en marche étaient téléphonées pour donner les réponses qu'on attendait. Bon, enfin, je ne vais pas en dire trop là, parce que j'ai un de mes anciens collègues qui est le député aussi, qui a posé une seule question et puis après on n'a plus entendu parler. Voilà. Et puis il y a une vraie commission d'enquête, qui est celle du Sénat, qui a montré toute son utilité d'avoir deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon, c'est sûr que ce n'est pas la même majorité, mais je note quand même qu'à la commission du Sénat, présidée par M. Bas, ancien secrétaire général de l'Élysée, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'Élysée, donc il n'est pas tombé de la... il n'est pas innocent, il connaît parfaitement. Avec des sénateurs de gauche et de droite, je me dis gauche et droite, hein, M. Sueur, Mme Jourda, etc., mais qui étaient animés du souci de savoir la vérité, et qui connaissent très bien le sujet. Donc j'ai trouvé qu'ils ont fait un travail remarquable. Ça c'est vraiment, c'est bien, et je regrette qu'il n'y ait pas plus de commissions d'enquête de ce niveau. Maintenant j'ai une petite critique à faire, c'est que je trouve qu'on a trop entendu les chefs de service, ce qu'il fallait faire. Mais il y a aussi les fonctionnaires ou militaires de base, qui ont peut-être un autre regard que la vérité officielle, parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux de carrière aussi. Donc j'ai bien entendu, certaines auditions m'ont fait rigoler, hein, ceux qui n'étaient pas au courant tout en l'étant, voilà. Mais on ne peut pas avoir tous les syndicats de police qui disent « M. Benalla se comportait comme un malfaisant, nous insulter, etc. » et puis tous les chefs de service qui disent « je ne suis au courant de rien ». Parce que là, il y a un problème de savoir est-ce que l'information remonte, et si elle remonte jusqu'où. Et qui va le dire. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Les questions qui ont été posées, donc, outre ça, c'est de savoir vraiment quelle est la motivation du GSPR pour dire que M. Benalla, j'ai bien du GSPR, hein, pour l'autorisation de port d'armes, faisait une mission de police. Donc, celui qui a signé, enfin, c'est pas trop dur à trouver, celui qui a signé, hein. D'ailleurs, en parlant de signature, je pense que la commission d'enquête du Sénat va attendre très longtemps la fiche de poste de M. Benalla, de son chef de cabinet, parce qu'a priori, elle n'existe pas. Ou alors, elle existera peut-être plus tard. Hein, mais je crois qu'ils vont l'attendre longtemps. La fiche de poste, parce que manifestement, il n'y en avait pas de fiche de poste. Donc, c'est M. Benalla fait comme ça. Voilà. Et il faut entendre... responsable du GSPR qui a signé la demande de port d'armes pour savoir ce que c'est que la mission de police. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, officiellement, M. Benalla ne faisait aucune mission de sécurité, tout en demandant une arme pour une mission de police, non pas une arme pour la protection rapprochée de M. Benalla. Ce qui me fait rire aussi, là, parce que... Alors s'il a affirmé, sous serment, qu'il était menacé, oui, mais qui va vérifier cette menace? Est-ce qu'on a interrogé l'UCLAT, la DGSI, pour savoir qui l'a menacé? Est-ce qu'il y a vraiment une menace ou est-ce que c'est complètement bidon pour la demander? Et puis quelqu'un qui est menacé, qui a la sécurité du président de la République, c'est peut-être pas le... Si on a des menaces sur le président de la République ou quelqu'un qui est menacé, il faut renforcer la sécurité. Hein. C'est du b.a.-ba, ça. Hein. C'est pas mettre M. Benalla en plus du GSPR, c'est renforcer le GSPR, c'est la vraie sécurité. Voilà, bon, toutes ces questions-là. Et puis aussi, de mon époque, quand on faisait une mission de protection, donc on parle en radio, donc sur un réseau crypté ou non crypté. À l'époque, ce n'était pas crypté, maintenant les réseaux sont cryptés.
Et les conversations à la salle de commandement, à la radio, comme on dit, entre guillemets, étaient gardées sur bande magnétique à l'époque pendant 1 mois. Justement pour savoir s'il y avait eu un incident, ça peut être préjudiciaire, ce qui s'est passé, quelqu'un qui affirme. Vous savez, c'est difficile parce que des fois vous êtes, le pauvre policier, il est tout seul contre une personnalité qui lui dit, moi j'ai vécu ça, c'est fini à 2h du matin, rentrez chez vous, et puis une demi-heure après, la personnalité sort pour aller en boîte de nuit. Puis vous n'êtes pas là, s'il y a un incident, vous étiez où? Ben, il m'a dit non, c'est parole contre parole. Alors, vous êtes gardien de la paix, parole contre quelqu'un qui est ministre, il n'y a pas photo longtemps. Donc c'est très utile que tout ça soit transparent, c'est-à-dire d'enregistrer les communications radio. Et je pense que les communications dans un monde normal, mais des fois on n'est plus dans un monde normal, du GSPR doivent être enregistrées à la salle de commandement du GSPR. Et bien c'est normal, même si elles sont cryptées. Et peut-être que la commission d'enquête aurait pu se faire déjà auditionner, non pas le chef du GSPR, mais le radio. C'est-à-dire les sous-officiers qui sont, ou les policiers d'ailleurs, les inspecteurs qui sont en charge de la radio. Interroger le service radio du SDLP aussi, qui peut éventuellement avoir les informations du GSPR aussi, de façon à savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a la radio de la préfecture de police, ça, tout le monde le sait, ça. Donc ça, on a les enregistrements, mais personne ne demande les enregistrements s'ils existent. Et existent-ils? C'est une question à poser du GSPR, et cette question n'a pas été posée. La question pour savoir si M. Benalla communiquait avec le chef de cabinet, qui est quand même pas toujours sur les déplacements privés du président de la République, donc je ne vois pas trop l'utilité quand il est dans un salon de communiquer à la radio, ou est-ce qu'il communiquait avec le GSPR? Et en plus, c'est quelle radio? C'est une radio de la police ou de la gendarmerie qui lui a été donnée? Ou c'est une radio par l'Élysée? Pas par l'Élysée? Il a une voiture talisman, c'est bien, une voiture de fonction de talisman, équipée de tous les équipements prioritaires, de signaux sonores et puis lumineux. Entre parenthèses, tout le monde a oublié que l'usage des gyrophares et des 2 tons, comme on dit, c'est uniquement pour les services d'urgence, pour sauver la vie de quelqu'un. D'ailleurs, pompiers, police secours, REN, GIGN, réseau d'arrêt. C'est pas pour aller vite à un rendez-vous, fût-ce au Conseil des ministres. En d'autres termes, les ministres n'ont pas à mettre les gyrophares, les 2 tons, pour brûler les feux rouges. Il y a le code de la route. Ou alors, ce que je propose, c'est qu'on change le code de la route et qu'on dise tous ceux qui ont un gyrophare sont prioritaires. Ils peuvent l'utiliser n'importe comment. C'est ce qui se passe en pratique. Plus ceux qui n'ont pas le droit de l'utiliser, mais qui en ont quand même. Voilà. M. Benalla, il a ça, mais quelle est l'utilité d'avoir un gyrophare quand on ne fait pas de sécurité? Vous voyez, ce que je viens de rappeler, la loi, le code de la route, c'est uniquement pour sauver la vie de quelqu'un. Si M. Benalla ne fait que de l'organisation du cortège et des déplacements du président et ne fait pas de sécurité, il ne doit pas avoir de voiture, à lui ou pas à lui, ou utiliser une voiture avec des signaux prioritaires. Parce qu'il n'est pas en police secours, il n'est pas au RAID, il n'est pas au GIGN, et il n'est pas au GSPR, enfin peut-être.